Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton et d'une invitée aujourd'hui, Pauline Laurent. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Pauline, ça fait un moment qu'on voulait t'inviter et on est ravis de pouvoir enfin avoir l'occasion de t'avoir avec nous pour aborder des questions de la plus haute importance qui nous tracassent un petit peu à Chrétienne depuis un moment. Mais avant d'introduire le sujet, je vais laisser Angie poser la première question. Oui, Pauline, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, alors donc je suis mariée à Samuel Laurent, que vous avez déjà vu, depuis 20 ans. On a 3 enfants, dont 2 adolescentes à la maison. Ça a son importance pour nos sujets. De formation initiale, j'étais professeure des écoles et je me suis reconvertie et je suis maintenant psychologue dans un IME. Je m'occupe d'enfants qui souffrent d'un trouble du développement intellectuel et ça fait 10 ans que on a fait une formation avec Sam de conseiller biblique et du coup c'est une mission, fonction, je ne sais pas trop comment on peut dire que j'ai dans mon église et dans ma région auprès des femmes et des jeunes filles chrétiennes. Excellent. Pauline a donc conçu aussi le camp qu'on a fait récemment, il y a quelques temps, là, à Teen Ranch, de formation à l'accompagnement biblique. Et en vrai de vrai, c'est une enseignante de grande qualité. J'ai beaucoup apprécié écouter Pauline et peut-être qu'à travers l'écran, c'est pas tout à fait la même, mais elle est captivante. Voilà, sachez-le, mesdames et messieurs. Ceux qui n'ont pas pu venir ont raté un grand moment. Tant pis pour eux. Aujourd'hui, on voulait parler de la question des troubles des comportements alimentaires. Parce qu'en fait, on a fait il y a quelques temps dans notre série sur les 7 péchés capitaux un podcast sur la gourmandise qui nous a valu moult réactions et notamment des questions qui sont arrivées sur la question de l'anorexie en grande partie, il me semble. Et du coup, on avait promis qu'on ferait un podcast un peu plus spécifique sur ces questions-là. Et ben voilà, le moment est venu et il est là. Quand on parle, Pauline, de troubles des comportements alimentaires, finalement, de quoi on parle? Parce qu'on parle de quelque chose d'un peu gros, là, ça ressemble à une grosse montagne dans notre conception. À quel endroit est-ce qu'on place le curseur entre un problème peut-être de gourmandise, un rapport à la nourriture un petit peu compliqué, et une problématique un peu plus d'ordre médical? Du coup, dans ce que tu dis, on a déjà un petit peu une réponse. C'est quand on parle de troubles du comportement alimentaire, on parle d'un diagnostic de santé mentale. Et du coup, on ne peut pas s'auto-proclamer en ayant un trouble. C'est un diagnostic qui est posé par un professionnel de santé. Donc en fait, c'est quand on va poser ce genre de diagnostic quand les perturbations de l'alimentation, elles vont être suffisamment persistantes avec une absorption de nourriture ou pas, qui va poser des problèmes pour la santé ou pour le fonctionnement social, ou les deux. Ce qui compte pour placer le curseur, ça va être la fréquence de la problématique ou à laquelle apparaissent les comportements. Ça va être la persistance dans le temps et puis les répercussions sociales et sur la santé. Euh, Moi, personnellement, dans la plupart des suivis que j'ai eus, il n'y avait pas... Enfin, il y a eu parfois, mais la plupart des personnes que j'ai suivies, on ne pouvait pas dire qu'il y avait un trouble avéré, mais plutôt des problématiques.
D'un Mhm. côté, je trouve que c'est bien aussi parce que ça veut dire qu'on commence à s'inquiéter de notre rapport à la nourriture avant que ce soit trop grave. Et rien n'empêche de demander de l'aide aussi quand on sent qu'il y a une problématique, même si on n'en voit pas encore des répercussions sur notre santé ou bien notre cercle social Mhm. d'une manière générale. Est-ce que tu Mm. penses que les problématiques peuvent conduire à des troubles? Est-ce que tous les troubles ont des origines de problématiques? Bah, j'imagine que oui, dans Hmm, le sens où quand on en arrive au trouble, forcément, il y a eu une problématique hmm, qu'on a peut-être ignorée ou on a pu voir, mais on n'y a pas, on a essayé tout seul, peut-être aussi, de s'en sortir, ou on a eu honte d'en parler et c'est hmm, devenu un trouble. Ça, c'est une possibilité. hmm, Est-ce que Je pense. parfois, désolé, est-ce que parfois ces troubles sont accompagnés par d'autres troubles, que ce soit l'anxiété, la dépression, quelque chose d'autre, que ce soit une pathologie qui est souvent un des facteurs qui n'est pas le seul? hmm, Oui, euh, oui, je pense que en santé mentale, souvent il y a des, c'est ce qu'on appelle des comorbidités. J'essaye de trouver un Mhm. mot mieux, mais j'ai du mal à trouver un autre mot pour dire que euh, plusieurs causes vont donner peut-être plusieurs troubles, mais qui sont liés. Et Mhm. par exemple, notre rapport à la nourriture est fortement lié à notre rapport à notre corps et notre perception de soi, qui elle-même est très liée à notre attachement, à notre façon de se voir, de créer des relations. Et du coup, il peut y avoir des difficultés dans différents domaines et ça peut devenir des troubles dans plusieurs domaines en même temps, oui. hmm, Hmm. hmm, 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 hmm. Comment comprendre ces troubles au regard de la Bible? Est-ce que un TCA est un péché? Ça, c'est une question difficile. Mhm. C'est toute la notion aussi de souffrance ou de péché euh, pour, moi, je dirais que déjà, les troubles pour les diagnostiquer ou les maladies mentales, euh, c'est dans un continuum. Et on est tous plus ou moins dans ce continuum quelque part, dans notre perception de nous, dans notre façon de regarder la nourriture, dans notre façon de consommer. Hmm. Et c'est juste un diagnostic, c'est à partir d'un moment, on se dit on décide que c'est pathologique en fait. Hmm. Et dans notre manière de souffrir, je pense qu'on a souvent recours au péché. Du coup, c'est difficile de dire est-ce qu'un TCA est un péché? C'est avant tout beaucoup de souffrance. Hmm. Mhm. Et, oui, ça vient questionner notre perception de Dieu, nos croyances sur nous et sur Dieu. Et du coup, certainement qu'il y a des croyances erronées mais comme chez tout le monde en fait. Donc Mhm. c'est un petit peu difficile de dire voilà. Je pense que le problème ce serait de considérer soit que c'est que un péché et du coup de faire reposer toute la culpabilité que ça engendre sur la personne qui souffre, parce que c'est une personne qui souffre avant tout. Hmm. Mhm. Euh, et le risque inverse aussi de se dire bah c'est avant tout une maladie et une souffrance donc j'y peux rien donc je ne fais rien. Ce Mhm. qui n'est pas le cas dans la plupart des diagnostics de santé mentale où en fait on peut travailler dessus et on est amené à travailler dessus. Mhm. Hmm. Je pense qu'on pourrait tous être d'accord avec l'affirmation que c'est un effet du péché dans le monde, que même si la personne n'est pas en train de vivre dans un péché continuel à cause de son TCA, elle subit les conséquences de la chute. Et dans ce continuum dont tu parles, nous devons reconnaître que peut-être certaines ont quelque chose même biologique, peut-être, qu'ils ont hérité de leur lignée parentale, mais d'autres peuvent faire certains choix qui leur amènent à cette condition. Mais dans tous les cas, la chute a fait en sorte que nous souffrions dans ce monde et pour certaines,
ça veut dire que ce TCA les guette. Oui. Biologique et environnementale, la manière dont on apprend à gérer le stress, on parlait tout à l'heure de la comorbidité avec l'anxiété par exemple. Si on a une manière de compensation, on va essayer de oublier en compensant et peut-être ça peut être par de l'absorption de nourriture ou d'autres choses. Mais oui, environnementale et biologique, ce sont des causes qui sont issus du péché et qui jouent beaucoup dans ces diagnostics. À quel moment doit-on s'inquiéter quand on voit un enfant, un ado, un conjoint, une amie qui semble souffrir d'un TCA? Euh, alors, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est déjà on a un rôle, nous, à jouer. Si on le voit, c'est qu'on est là, c'est qu'on est auprès de la personne. Donc, on a déjà un premier rôle à jouer je dirais, d'intérêt pour cette personne, donc cet ado, ce jeune, ce frère, cette sœur hein, qui nous préoccupe. Parce que quand on s'inquiète, peut-être le premier rôle, c'est nous d'essayer déjà de mieux connaître la personne, ses préoccupations, ses peurs, comment elle est, parce que on peut peut-être juste en apportant notre témoignage, en passant du temps avec elle, avoir déjà un rôle auprès d'elle. Maintenant, si on la connaît, si on remarque du coup des éléments diagnostiques, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la souffrance, par rapport à la fréquence, à la persistance de comportements délétères et que la personne refuse d'en parler ou qu'on voit aucune amélioration quand on en parle avec elle ou elle n'arrive pas à démêler ce qui est en train de se passer, qu'elle commence à s'isoler, à se replier sur elle-même, là, je dirais que ouais, des choses qui doivent nous alerter quand les comportements sont très fréquents, quand ils provoquent des répercussions sur la santé ou l'environnement social de la personne. Hmm. Je pense aussi à l'influence que nous pouvons avoir sur ce qui nous entoure et que avant que notre enfant fait face à un TCA, nous devons penser à ces influences environnementales et le fait que si je suis toujours en train de m'insulter parlant de mon corps, je suis dégueulasse, oh, je suis tellement grosse, oh, toi, tu es trop grosse, il faut que tu perdes du poids. Évidemment, j'exagère un peu, mais tu dois reconnaître qu'il y a des parents qui ont parlé comme ça devant leurs enfants ou envers leurs enfants, mais même des façons plus subtiles de parler de la nutrition et de notre corps peut engendrer des messages que nos enfants, nos amis, notre conjoint peuvent recevoir et que ça peut les influencer. Donc, je fais l'effort de parler du fait que j'aimerais perdre du poids avec la ménopause, j'ai pris du poids, c'est vraiment embêtant, mais je veux être en bonne santé. Je ne veux pas me permettre de continuer dans un chemin vers l'obésité, pas parce que je veux être sexy, mais parce que je veux être en mesure de m'occuper de mes petits-enfants un jour et de ne pas être dans une chaise roulante parce que je suis une invalide. Et peut-être j'exagère un peu, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire, que nous voulons faire attention à ce que nous disons pour ne pas être cette influence environnementale néfaste. Oui, et ça commence tôt parce que tu as pris l'exemple des parents et c'est vrai que l'image de soi, on l'a construit dès le début dans le regard des autres. Alors les premiers autres, ce sont effectivement nos parents, notre famille proche, mais en fait, on continue de construire ces représentations de nous-mêmes tout au long de notre vie et du coup, on va élargir ces cercles et ce qui va compter à l'adolescente, c'est plus seulement le regard des parents, mais c'est aussi le regard des autres, des amis, des groupes et même de ceux qui sont pas forcément les amis, mais ceux qu'on va admirer ou des gens qu'on connaît même pas, avec par exemple les influenceurs, les réseaux sociaux. Et c'est vrai que là, on sent
que même si on a fait attention dans l'enfance à faire, à avoir un discours qui va être plutôt positif avec nos enfants et à pas les dénigrer, à pas dénigrer leur physique, ils vont être confrontés assez régulièrement à des remises en question par les autres et chez les jeunes filles au moment de l'adolescence. C'est des questionnements qui auront toute leur place. Et malheureusement, à ce moment-là, c'est pas forcément les parents qui ont la plus grande influence. Enfin, je voudrais pas que toutes les mamans là nous écoutent en se disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit à ma fille? Parce que, en fait, oui, on doit faire attention à ce qu'on peut faire passer comme message. Mm. Je suis pas sûre que le plus grand risque, c'est de faire passer le message à nos enfants, t'es gros, t'es moche, parce que ça, je pense que on y fait attention. Mais si nous-mêmes, on est sans arrêt en train de se dénigrer Yeah. sur notre physique, alors l'exemple va suivre aussi, de se dire comment je dois être pour être bien, je vais l'apprendre de ceux que j'admire. Alors, au début, c'est les parents, mais après, ça passe vite, hein. C'est beaucoup plus vite. À l'adolescence, ça va être plutôt les amis, les groupes de référence Mm. plutôt que la maman. Mais oui, ça a une influence, ça c'est sûr. Mm. C'est aussi ça qui va être pour une personne convertie, apprendre à ne plus se regarder avec les valeurs du monde et dans les yeux des autres, mais avec les critères de Dieu dans les yeux de Dieu, ça va être un gros travail qu'on va pouvoir faire en counseling à partir du moment où la personne, elle accepte ce regard-là. Mais c'est pas aussi simple que de se dire tu es une créature merveilleuse aux yeux de Yeah. Dieu, alors c'est bon, tout va bien. Yeah. Ça prend plus de temps que ça. Ce n'est pas une pilule magique de coller un Psaume 139. Voilà. Puis dans le temps, c'est quelque chose qui évolue aussi et on n'est pas, j'ai envie de dire, une fois qu'on a saisi quelques principes pour être dans une vision un peu plus ajustée de qui on est et du corps qu'on a, c'est pas quelque chose qu'on va conserver intact comme ça toute notre vie. Et il y a forcément des hauts et des bas, des moments où ce sera plus simple que d'autres. Euh, c'est une certitude aussi. Quelle est la meilleure attitude à adopter en tant que chrétien? Parfois, dès qu'il y a une problématique un peu qui émerge comme ça, on a tendance à se précipiter pour réduire dès que possible, dans le meilleur temps, les effets de la souffrance dans la vie des personnes. Mais quels conseils, toi, tu donnerais pour accueillir justement cette souffrance dont on parle? Comment est-ce qu'on peut orienter vers un suivi médical adapté et encourager à persévérer dans la sanctification pour justement qu'il y ait un peu une sorte de soutien un peu global par rapport à la personne qui souffre? Euh, dans ce que tu as dit, je dirais qu'il y a quelque chose de très bien. Déjà, c'est ce côté un peu ne pas se précipiter. Mm. S'il y avait des réponses toutes faites et faciles, il n'y aurait plus de problématiques. Or, elles sont là. Euh, je pense vraiment que c'est déjà de l'écoute, un véritable intérêt en fait de comprendre ce qu'est en train de vivre cette personne, comment elle se voit, comment elle voit Dieu, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qu'elle cherche, quelles sont ses intentions. Ça, c'est voilà, accepter aussi d'écouter et de vraiment chercher à comprendre ce qu'elle est en train de vivre avant de proposer des réponses toutes faites Mm. qui seront peut-être pas entendues ou pas écoutées si on se précipite justement. Euh, et puis ça va nous permettre aussi ben, peut-être simplement de faire baisser l'inquiétude chez nous. Parce qu'à l'adolescence et chez les jeunes filles, enfin, principalement chez les jeunes filles, je connais un petit peu moins les jeunes garçons, j'avoue. Il y a quand même un moment où il y a quelque chose de normal dans les changements du corps, de se poser toutes ces Mm. questions et de balayer un ensemble de comportements, un ensemble d'attitudes et d'essayer de se trouver au travers de ces choses-là. Donc,
rien que de discuter et de voir, ben, on peut finalement être apaisé et se dire non, bah, elle va plutôt bien finalement. Mm. Et puis, si jamais on se rend compte que en fait non, c'est plus profond qu'on le pensait ou ça continue de nous inquiéter, alors là, c'est effectivement le moment de peut-être ben, proposer un suivi psychologique. Ce qui n'empêche pas, d'un autre côté, de continuer d'accompagner avec la parole. Euh, Si on est nous-mêmes la maman, du coup, à l'adolescence, c'est peut-être pas avec nous que notre jeune, elle aura envie de parler, et ça, faut aussi l'accepter. Mm. Qu'on soit la maman ou pas, d'ailleurs, si on se rend compte que quand on parle ou les choses qu'on peut dire, ça a plutôt tendance à mettre en colère, on a une relation qui est pas propice à l'apaisement et à un changement, il vaut mieux ben, l'accepter et puis laisser à une autre personne. Euh, Nous, ce qu'on aime bien, alors on le fait pour nos filles, mais ça peut être aussi, c'est aussi une autre jeune sœur de l'Église qui est pas la maman, qui est peut-être plus avancée en maturité spirituelle que ne l'est notre adolescent, mais qui n'est pas nous, qui a pas ce rôle de maman et qui du coup bah, va pouvoir avoir des conseils, puis un regard peut-être un petit peu plus objectif sur la Mm. Mm, situation. mm, Ça, ça peut bien aider. mm. Je parlais avec mon mari récemment et c'était pas dans un contexte de ce dont on parle aujourd'hui, mais je pense que vous verrez la logique de quoi je parle. On parlait on a donné on a parlé du mariage à une mini-conférence de célibataires et Diane a dit que peut-être quand on voit un mariage où on commence à avoir beaucoup de conflits, que peut-être qu'une chose qu'il faudrait faire, c'est de faire des analyses de sang. Parce qu'il se peut que un ou les deux membres de ce couple aient un problème biologique, peut-être un problème lié au thyroïde, à la glande pituitaire, à quelque chose qui a une explication très simple. Et peut-être que le manque d'appétit chez une adolescente, ce n'est pas une anorexie, mais elle n'a pas envie de manger parce que elle a quelque chose avec son thyroïde qui est hypothyroïde et elle n'a pas envie de manger, elle a pas beaucoup d'énergie, ou peut-être qu'elle prend les médicaments pour le TDAH qui supprime son appétit. Donc, on doit aussi peut-être reconnaître que on a besoin d'élargir notre vision, et surtout si on a grandi dans un monde évangélique où tout est lié au péché. Parce que j'ai été dans ces contextes où si tout est à cause du péché, il faut blâmer quelqu'un et c'est la personne qui souffre. Mais si nous reconnaissons qu'il y a des explications médicales, ça serait intéressant d'aller les chercher aussi pour avoir de la compassion envers l'enfant qui peut être peut-être en très bonne condition émotionnelle à part de cette cause biologique. Oui, sachant que de toute façon, dans le cerveau adolescent, il y a tellement de choses qui Mm. se passent à la puberté que Mm. rien que ça va Yeah. expliquer le fait qu'il passe beaucoup plus de temps au lit et moins d'appétence effectivement pour manger ou pour d'autres choses familiales. Mhm. Et oui, ça peut l'expliquer, mais oui, le médecin traitant et les professionnels de santé devraient être un réflexe quand les inquiétudes sont avérées euh, pour poser un diagnostic et pour aider pour la thérapie. Ce qui n'empêche pas de continuer à amener du soutien de la part de l'Église à côté. Mais oui, on devrait effectivement Mhm. s'en référer aux professionnels de santé, c'est sûr. Mhm. Et oui, certaines lectures et l'écoute de certains podcasts ne font pas de nous des médecins, à ce qui paraît. Non. Euh, Pas encore. Euh, Est-ce que on aimerait un peu donner des encouragements à des personnes qui nous écoutent et qui peuvent être confrontées à un TCA ou qui ont des proches qui sont confrontés à un TCA? Et en même temps, on ne veut pas euh, vendre du rêve, j'ai envie de dire. Est-ce que un accompagnement, euh, que ce soit, enfin voilà, n'importe lequel d'un TCA,
amène, conduit à une guérison ou l'objectif qui est plutôt poursuivi serait de donner des outils pour ajuster la perception de qui on est et ajuster ses comportements par rapport à ça. Pour ta deuxième proposition, évidemment, le suivi en counseling ou thérapeutique va amener des éléments qui vont permettre de mieux se comprendre, mieux se connaître et du coup de euh, euh, mieux aussi connaître Dieu, notre relation avec lui et mieux se positionner. Euh, Néanmoins, la lutte ne sera pas toujours non plus aussi forte qu'au début. Enfin, parce que de dire, bon, le terme guérison est compliqué dans ce genre de problématique. Néanmoins, quand les comportements cessent, on parle quand même de rémission, dans le sens où, ben, voilà, la lutte est là. Mais elle ne sera pas toujours aussi forte quand on travaille sur nous et ouais, sur notre compréhension de nous, notre vision de nous. Après, quelqu'un qui a construit une image de lui euh, altérée va quand même lutter avec ça. Enfin, on passe pas non plus de l'un à l'autre, mais en même temps, on a. Enfin, moi, je trouve ce qui donne du courage, c'est de se dire, on lutte tous avec la conscience de nous-mêmes et qu'elle soit beaucoup trop haute ou qu'elle soit beaucoup trop basse. On peut pas dire qu'on est parfaitement en toute situation bien intègre et bien à l'aise avec qui on est. Je crois pas. Mm. Oui, Ça me et la parle. solution, selon Tim Keller, c'est pas de penser trop peu de nous-mêmes, c'est de penser moins à nous-mêmes. Donc, que ce Oui, soit que je pense très bien, que je suis hyper orgueilleuse, ou que je me rabaisse tout le temps, la solution, c'est de penser aux autres. oui, de penser aux autres va effectivement aider ce côté un peu auto-centré Yeah. d'avoir toujours le regard sur soi. Euh, Seulement, par exemple, dans une problématique alimentaire ou quand on se retrouve en face du miroir ou quand on va... moi, j'ai beaucoup de jeunes filles qui me parlent du moment d'acheter des habits, d'essayer, de se voir dans les cabines. Là, c'est justement, on pense un peu trop au regard des autres et de ce Mm. qu'ils vont pouvoir penser. Mm. Je pense que cette lutte-là, c'est une lutte qui va rester, mais sans être défaitiste, c'est quand même quelque chose qui s'atténue et Mm. où effectivement on apprend aussi à donner moins d'importance au regard des autres et plus d'importance à ce que Dieu dit de nous et la valeur qu'on a dans ses yeux. Mhm. Oui. Cette problématique, elle concerne souvent des jeunes filles adolescentes qui sont en chemin avec Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas encore positionnées dans leur foi, souvent qui ont grandi dans des familles chrétiennes. En tout cas, celles qui nous écoutent, ce sont des parents. Quel conseil donnerais-tu à des jeunes filles qui souffrent d'un TCA et quel encouragement pourrais-tu donner aux parents ou aux adultes qui les accompagnent? Euh, ben, c'est sûr que voilà, quand les jeunes filles sont en chemin avec Dieu, n'ont pas encore des, des, des certitudes par rapport à Dieu, à qui il est pour elles, à qui elles acceptent qu'il soit pour elles, c'est un peu difficile de partir exactement sur du counseling biblique et sur de l'étude de la Bible. Je conseillerais effectivement, surtout si le trouble est avéré, d'avoir recours aux professionnels de santé à côté, ce qui n'empêche pas d'un autre côté de continuer à découvrir la Bible, à découvrir qui est Dieu, de faire du fil rouge, des discipulats, enfin tout ce qu'on peut pour que
pour que la jeune fille, enfin, c'est pas parce qu'on souffre d'un trouble qu'on ne peut pas rencontrer Dieu et en cours du chemin, mais je partirai pas, je présumerai pas de la relation avec Dieu dès le départ. Avec les jeunes filles, en tout cas, mieux vaut toujours tester où elles en sont et enfin, avec tout le monde, en fait, regarder comment ils voient Dieu dans leurs problématiques et dans leur vie avant de partir sur des solutions avec Dieu. Hmm. Eh bien, ainsi se termine notre conversation sur le sujet. J'espère que je ne coupe l'herbe sous le pied de personne et que vous ne souhaitiez pas, mesdames, ajouter quoi que ce soit. Sinon, c'est le moment. Apparemment, on me dit dans l'oreillette que c'est bon. Merci beaucoup, Pauline, d'être venue nous partager ta sagesse sur cette question compliquée. Mais nous pouvons aussi, toutes et tous, compter sur le secours du Seigneur pour nous équiper, nous encourager et nous éclairer sur une manière de communiquer l'amour de Christ et la persévérance de Christ dans ce genre de souffrance. On espère que ce podcast vous a encouragé et vous a donné quelques pistes pour aider les personnes que vous connaissez, qui sont aussi peut-être confrontées à ces difficultés-là. N'hésitez pas à partager ce podcast si ça peut être l'occasion d'amorcer cette discussion, peut-être dans votre église, dans votre famille. C'est important d'en parler, voilà, de commencer à libérer la parole sur le sujet. On vous redit avec Angie que nous sommes à votre disposition par mail à chrétienneausingulier@toutpoursagloire.com. Et si vous êtes patient, dans quelques semaines, on retrouvera Pauline pour un autre sujet dont nous tairons le thème, comme ça, suspense. Merci Pauline, merci Angie, et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast.